Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, désolé pour le micro-retard, c'est pas dans mes habitudes. J'espère que vous allez bien, j'ai passé un sacré week-end puisque j'étais dans le paddock de Dijon-Prenois, circuit que j'ai découvert pour la F4 France. Et c'était vachement bien, j'ai quelques petites histoires à raconter. Et excellent, je remercie beaucoup Colin Borro 17. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et j'avoue que c'était mon cas, je ne le connaissais pas puisque je suis principalement la monoplace. Colin Borro, c'est tout simplement un follower de Twitter qui vient d'être sacré champion de France. Et oui, donc on le félicite tous dans le chat. Félicitations à Colin Borro pour son titre de champion de France TC, c'est juste énorme. Et voilà, on s'est rencontrés dans le paddock de Dijon-Prenois et c'était une excellente surprise. Donnez-lui de la force hein, sur Insta, on lui fera un petit tweet dans la semaine. Euh, Ouais, non, franchement, c'est le fait d'être reconnu par de plus en plus de gens dans le paddock, c'est rigolo, surtout quand c'est des pilotes et surtout quand c'est des champions de France. Donc bon, j'avoue que c'est un petit flex assez sympa. Bon, assez parlé de moi. Assez parlé de moi. Je crois que c'est TC Light, je crois. TC Light ou TCA. Enfin, c'est avec les Peugeot 208 en tout cas. C'était avec la Peugeot 208. TCA Light, c'est ça. J'ai un peu suivi quand même. Hein. Bon, en tout cas, évidemment, on va pas parler forcément de TC, désolé Colline, on va pas parler de moi, ou en tout cas un petit peu quand on parlera de la F4 France, mais on est là surtout pour parler du week-end passé en formule de promotion. Il y a eu de la F2, il y a eu de la FRECA, il y a eu de la F4 France. C'est principalement les trois grosses compétitions dont on va parler. On va passer beaucoup plus rapidement sur le reste, vu que j'ai pas trop eu le temps de voir, la F4 espagnole notamment. Donc j'ai eu le temps quand même de préparer ce diapo que j'ai fini à l'arrache ce midi. Voilà, je vous avoue que je suis en train de courir un peu partout, donc ce qui explique aussi le retard, le micro-retard de quelques minutes. Mais comme ça, en vrai, il y a des gens qui ont pu peut-être découvrir le générique, puisqu'il y a des gens qui arrivent quelques minutes en retard, et bah là, ils ont pu découvrir le générique, j'imagine. Donc je pense fort à eux. Bref, assez parlé. Donc F2 Freca, F4 France, avec évidemment euh, les hommes qui ont fait quand même ce week-end. On voit Taito Kato en F4 France qui a dominé ce week-end. On voit Théophile Naël qui a remporté sa première victoire en Freca. Et on voit messieurs Victor Martins et Richard Verschoor ainsi que le team principal de Trident en F2 qui ont dominé le week-end. On va commencer tout simplement par, dans l'ordre, la Formule 2. Et malheureusement, voilà, on en avait peur, mais finalement, c'est arrivé. Gabriel Bortoleto a pris la tête du championnat pour 4 points et demi sur Isaac Hadjar qui sort d'un nouveau week-end sans points. À noter que Bortoleto n'a pas eu de podium, il n'a pas été spécialement impressionnant hein, ce week-end. J'ai même envie de dire c'est un des week-ends où il a été le plus discret quand même. On a ensuite Zayn Maloney, troisième, lui aussi 0 points, quatrième Aaron, puis ensuite on a Jack Crawford, Andrea Kimi Antonelli qui sort lui aussi d'un excellent week-end, Franco Colapinto qui est absent hein, depuis son excellent intérim en Formule 1 où il a marqué déjà 4 points, soit le quadruple de toute la carrière de Logan Sargent. On a ensuite Victor Martins qui continue sa folle remontée, il est actuellement 8ème. C'est bien, mais enfin c'est très bien. Ces derniers week-ends sont excellents, hein, mais bon, évidemment, on espérait un peu plus pour Victor Martins en début d'année. On a ensuite les éternels Dennis Auger et Richard Verschoor qui a enfin décroché sa première victoire de l'année en F2 et qui surtout n'a pas été disqualifié après coup. On a ensuite Kush Maini qui s'en est bien sorti, on va dire. On va après son calage au départ qui a provoqué l'une des grosses images du week-end, on a ensuite Enzo Fittipaldi, Joshua Durksen qui a remporté sa première victoire en course sprint et qui a ensuite enchaîné avec un très joli top 5. Il est très 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 en forme évidemment, le pilote paraguayen, très en forme, oui, très en forme. On a ensuite Zach O'Sullivan, Oliver Berman, qui a manqué le dernier week-end pour cause de Formule 1. Pepe Marti, d'ailleurs Oliver Berman qui a marqué lui aussi un nouveau point. Pepe Marti, Juan Manuel Correa, Cordin Miata, Barnard, Stanek, Villa Gomez et Gabriel Emini qui a d'entrée de jeu marqué son premier podium. On a ensuite Luc Browning qui a lui aussi marqué ses premiers points et Christian Mansell
lui aussi. Donc en fait, on n'a que 2 pilotes qui n'apparaissent pas dans la capture d'écran, qui n'ont pas marqué de points. C'est Oliver Goethe et Nils Koolen en fait. Voilà. Victor Martin, c'est le meilleur pilote de cette grille. Écoutez, moi c'est ce que je dis depuis le début d'année. Pour moi, Victor Martin, c'est en tout cas le pilote le plus complet, le meilleur à l'heure actuelle. Peut-être qu'en potentiel pur, je pense que Antonelli est meilleur que lui, mais ça, c'est des projections sur le futur. Et pour moi, je persiste à dire que Victor Martin, c'est le meilleur pilote de la grille, mais bon, ce début d'année a été assez compliqué, pas que de sa faute, mais d'ailleurs, majoritairement, c'est pas de sa faute, mais quand même. Ilon Adjar à voiture égale, tu parles de Dirksen à voiture égale. Ça, c'était drôle. Ça, c'était rigolo. Qui est meilleur entre Nils Koolen ou Alessio Deleda? C'est une excellente question parce qu'en plus, ils ont à peu près des carrières similaires puisqu'ils ont été... C'est pas comme Raghunathan qui venait de n'importe où et qui venait de la Boss Grand Prix, donc on n'avait aucune référence avant qu'il arrive en F2. Nils Koolen, Alessio Deleda, c'est des pilotes qui ont été toujours derniers, quelle que soit la catégorie. Donc franchement... mais c'est le même parcours, c'est le même background, c'est le même contexte. C'est vraiment très dur à déterminer. J'avoue que pour avoir suivi Nils Koolen depuis plus longtemps, depuis ses débuts, je dirais que c'est lui quand même le meilleur escargot de cette grille. Mais c'est pas évident. Le jour où il n'y aura plus de Français en F2, j'arrêterai avec grand plaisir de regarder ce championnat tout sauf égal pour les pilotes. Je vous avoue que moi la F2, surtout en étant dans le paddock de Dijon, en étant focus sur la F4 France, en étant focus sur la Freca, parce qu'il y avait nos Français qui faisaient des super perfs, etc. Je vous avoue que la F2 m'a beaucoup saoulé. J'ai regardé les courses de F2 ce week-end, mais chaque séance, enfin je sais pas, ouais, il commence à y avoir un... J'en ai marre de la F2, c'est complètement ridicule, et malheureusement la course sprint nous l'a encore montré, je veux dire, les différences entre les moteurs, on l'a encore vu. Je suis pas là pour descendre Joshua Dirksen, c'est un pilote que j'adore, j'étais l'un des seuls à le défendre en début d'année quand il a été annoncé en F2, et tout le monde disait c'est un pilote payant, il est nul, il sert à rien, mort. Non, enfin, c'est vraiment un bon pilote qui a fait all-in sur la F2 en fait, et qui a jamais été dans les meilleures équipes pour performer en Freca, en F4. Mais bon, honnêtement, voilà, ça se voit. Il paraît même, alors ça c'est selon un insider que j'avais sur place à Bakou, que ça s'entend, que le moteur de Dirksen est plus puissant. Bon, ça je lui fais confiance, mais enfin, je veux dire, ça se voit malheureusement, et enfin, ça enlève pas mal de plaisir en fait, tout simplement à regarder la F2. J'espère qu'il vous fera mentir la saison prochaine. Bah déjà, est-ce qu'il sera encore là la saison prochaine? C'est la question. Car est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il aura le budget? C'est pas évident. En vrai, quelque part, j'espère que ces belles performances actuelles pourront lui permettront de décrocher du budget. Mais voilà, malheureusement, on est un peu obligé de mettre ces résultats avec une astérisque. Et c'est un peu dommage. J'avoue que moi, l'histoire de l'outsider qui foudroie tout le monde, j'adore. Mais bon, il a signé beaucoup de sponsors paraguayens sur les 2 derniers mois. Bah oui, je pense en plus, il était déjà un peu soutenu par le gouvernement. Je pense qu'il va être encore plus soutenu après ça, puisque c'est un peu le seul sportif paraguayen de haut niveau, j'ai l'impression. Je caricature beaucoup, mais voilà, on entend rarement parler du Paraguay en sport. Donc évidemment, il y a quelque chose à se faire, il commence à briller. Ouais, il commence à briller, mais bon, j'ai du mal encore à m'emballer. Je trouve quand même que c'est une saison très solide de sa part. En vrai, en dehors de Monaco, où il fait une erreur grossière, c'est une excellente première saison. Quel que soit le moteur, quel que soit voilà, sa voiture, quel que soit machin, c'est une excellente première saison et ça on peut pas lui retirer. Maintenant je pense que les résultats embellissent un peu quand même sa saison actuelle. On est obligé de parler du leader. Voilà, ça fait mal, mais il faut le dire. Gabriel Bortoleto, c'est le nouveau leader de la Formule 2. Honnêtement, je pense que c'est l'un des week-ends où on a le moins parlé de lui. Bon, après, il a ramené la voiture à la maison sur les 2 week-ends, mais il est dans les mêmes temps que son coéquipier en qualification. Il est là, mais il marque les points. Il marque les points quand Isaac Adjar
ne le fait pas pour cause de perte de frein en qualification pour toute son équipe. Mais il est là, voilà, il a peut-être la chance du champion, ou en tout cas la fiabilité du champion. Cordil, c'est un scandale d'être si nul avec cette fusée qu'il a. Ah bah oui, je suis d'accord. Josh a un talent indéniable, Cordil avec une roquette. Alors avec une roquette, oui. A jamais fait un dixième de ses perfs. Mais ne me faites pas comparer Dirksen à Cordil. Moi j'étais l'un des seuls défenseurs de Dirksen à l'époque en début d'année. Dirksen a un talent, mais voilà, je le mettrai pas quand on voit qu'il est en train de foudroyer, souvent en ligne droite, quand il est en train de foudroyer des Martins, des Antonelli, je suis désolé, voilà, il faut garder toute proportion, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, c'est excellent les perfs qu'il fait, mais voilà, il faut pas le voir trop beau non plus, je pense, à mon sens. Bon, Bortoleto, ça reste un week-end pas fou, mais voilà, ça fait P5 en sprint, ça fait P4 en course principale. Franchement, la réussite de Bortoleto qui tape le mur mais qui repart sans dégâts, comme l'impression que c'est la chance du champion. Bah, c'est exactement mon titre, hein. Enfin, je veux dire, ouais, il a tout pour lui en ce moment. Il a tout pour lui. Il a la nationalité, il a les sponsors qui vont avec. Pour moi, ça serait route vers la F1. Et pour moi, voilà, de plus en plus, même dans un mauvais week-end, tu vois, qui fait P5 et P4, voilà, c'est pour moi, voilà, il mérite 100% sa place en Formule 1. On sait qu'il n'y a plus qu'une place disponible en dehors du giron Red Bull. On ne sait pas trop ce qui pourrait se passer. Il n'y a plus qu'une place chez Audi. Voilà. Le souci, voilà, c'est que moi, récemment, j'ai entendu des choses pas forcément positives pour Gabriel Bortoleto au niveau F1. À voir. Je sais que, en tout cas, courant de la semaine dernière, il était le favori selon les médias. Là, j'ai l'impression que ça a un peu diminué de ce que j'ai entendu. Voilà. Donc, je suis pas si optimiste pour les chances de Bortoleto, de ce que j'ai compris. Maintenant, voilà, ça peut aller si vite, hein, s'il y a deux nouvelles victoires, s'il y a des nouvelles victoires, s'il y a des sponsors brésiliens qui se ramènent en plus, s'il y a je sais pas, McLaren qui veut payer et qui veut placer son pilote, etc. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Ils veulent bien le prêter, le passer comme ça, mais ils n'ont pas l'air de vouloir spécialement payer Audi pour le passer, pour le placer. Voilà, j'ai l'impression que Bortoleto, ça sent pas aussi bon que ce que les médias pouvaient dire la semaine dernière. Williams va vouloir mettre Colapinto chez Sauber. Bah alors, pourquoi pas, mais Williams, avec quel argent? Enfin, je veux dire, Sauber slash Audi, s'ils prennent pas Bortoleto, pourquoi ils prendraient Colapinto? Et enfin, en fait, voilà, pour moi, s'il y a un pilote rookie, c'est soit Pourchère ou soit Bortoleto. Ça peut pas être un gars extérieur, ça peut pas être Maloney qui est moins bon que les deux. Ça peut pas être Colapinto, vu que bah, enfin, dans ce cas, tu prends Bortoleto, tu prends Pourchère. Pourquoi tu prends Colapinto? Et si tu veux un pilote qui amène un peu d'argent, bah tu prends Bortoleto. Voilà. Euh, Au fait, les commissaires veulent voir Adjar perdre le titre. Ouais, bah. Théo, Pôle emploi, il est pas du tout Pôle emploi, il est influenceur. Il fait des stories Insta. Le siège va à Bottas. C'est ce que j'ai entendu récemment. Je sais pas à quel point. Je sais pas à quel point c'est fiable, mais j'ai l'impression que Bottas est redevenu favori. J'ai l'impression que Bottas est redevenu favori. Et donc, bah écoutez, c'est bien, hein, Sauber, ça sera l'équipe FC EPAD. L'ambition de cette équipe me fascinera toujours. Encore une fois, j'espère me tromper. Puisque voilà, tu mets un Bortoleto, tu mets un Pourchère. Et là, le projet, il est plus du tout pareil. Hein. Le projet, il est plus du tout pareil. Tu mets Hülkenberg, Bottas. Aïe, aïe, aïe. Enfin, ça, c'est vieux, c'est vieux. Enfin, c'est pas ambitieux. Il y a zéro ambition, tu construis rien. Ça ferme pas la porte à Théo en vrai. Oui, ça ferme pas la porte à... Ouais, ça ferme pas la porte à Théo. Non, mais au bout d'un moment, faut débrancher le cordon. Hein. Je pense que... J'arrive en retard, j'ai déjà parlé de la belle perf de Colapinto en F1. Alors j'avoue que j'en ai pas énormément parlé, mais enfin, c'est exceptionnel. Enfin, c'est génial ce qu'il fait Colapinto. Au-delà... Oula Oula, coucou à Homero pendant son cours. Pour en revenir à Colapinto, c'est génial la perf qu'il a fait. Faire P8 sur un circuit comme Bakou, qui est pas évident. Je crois que c'est la première fois qu'il roulait à Bakou, puisqu'il
il l'avait jamais roulé dessus, ne serait-ce en F2, enfin, c'est un rookie, c'était un rookie en F2. La perte de Colapinto est géniale, mais je pense surtout aussi que ça prouve que énormément de jeunes sont complètement prêts pour la F1. Alors que Colapinto, il n'avait pas fait tant d'essais que ça en F1, il avait juste fait une seule séance d'essai libre 1. Il était même un peu à la bataille, il se partageait le roulage avec Zach O'Sullivan. Colapinto, c'est un excellent pilote qui a en plus de l'expérience, qui vient de l'endurance, etc. Il a pas mal de bagages de différentes disciplines. Donc ça en fait un pilote très polyvalent, qui a rarement été dans les meilleures équipes aussi, enfin dans des équipes de midfield et qui les faisait vraiment bien performer. Mais pour moi, la perte de Colapinto montre qu'énormément de pilotes sont complètement prêts pour la F1 et qui feraient un meilleur travail que certains pilotes toujours sur la grille, comme Guan Yu Zhou évidemment, comme je sais pas, Lance Stroll, comme voilà. Très doué pour se faire voler sa meuf par Berman. Ah, j'avais oublié cette histoire. Et voilà, enfin, le fait que Colapinto perf, le fait que Berman perf, pour moi, ça me fait dire que voilà, Bortoleto perf, Pourchaire, Martins, Adjar, ça perf aussi. Je pense que Douane, voilà, je mets Douane en dessous de Colapinto ou d'autres pilotes, mais je pense que ça va pas être horrible non plus. Enfin, je sais pas, on aurait pu voir des Iwasa, on aurait pu voir Vesti, on aurait pu voir Drogovic, etc. Il y a tellement de pilotes qui pourraient mériter leur chance et qui feraient vraiment un bon taf, mais on a des équipes trop frileuses. Et enfin, en fait, les équipes de F1 commencent à comprendre que les pilotes de F2, bah, c'est plus les pilotes de F2 il y a quelques années, c'est des pilotes maintenant qui seront ultra préparés à la F1. Il y a le contre-exemple Sargent. C'est vrai qu'il y a le contre-exemple Sargent, mais pour moi, Sargent, c'est pas Colapinto. Enfin, Sargent, c'est au contraire un pilote qui a souvent été dans les meilleures équipes, qui n'a pas eu de titre. Voilà. Je suis d'accord, c'est un contre-exemple, mais pour moi, voilà, Sargent, c'était un pilote qui n'était pas prêt aussi mentalement. Mentalement, je pense qu'il y avait beaucoup de choses. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt tout simplement à faire le step. Je pense qu'il était parti sur une volonté de faire 2 années de F2, etc. Et que c'est arrivé trop vite. Et qu'il est arrivé dans un environnement où il y avait trop de pression, peut-être pour lui. Ouais, voilà. Pour moi, il supportait mal la pression. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Douane aura directement le niveau de Gasly, tu penses alors? Non, bah non, 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 faut doser. Il y a une différence. Enfin, Colapinto, qui soit proche d'Albon, il n'en est pas encore non plus à le battre à plat de couture, hein, mais pour moi, ça montre que Albon, c'est peut-être pas un aussi excellent pilote qu'on veut le faire croire, et que le fait que Albon fasse surperformer la Williams depuis 2 ans, c'est peut-être plutôt parce qu'il y a une quiche Lorraine en tant que coéquipier depuis 2 ans. Il a eu Latifi, il a eu Sargent comme coéquipier. Bah, en fait, du coup, on sait pas vraiment le niveau d'Albon depuis qu'il s'est fait virer de chez Red Bull. Là, on va avoir une sacrée référence avec Sainz qui va arriver. Le fait que Colapinto perde directement, ça me fait dire que Albon est peut-être pas si fort que ça. Gasly versus Douane, pour moi, voilà, Gasly c'est un vainqueur de Grand Prix qui a toujours été dans cette position du gars qui fait briller la voiture du midfield, etc. et qui souvent bat son coéquipier. Alors on pourra arguer, cette saison 2024 est assez particulière avec Ocon qui part. Voilà, c'est un contexte un peu particulier, mais voilà, actuellement il est quand même devant un vainqueur de Grand Prix. Voilà, Gasly, je le mets pas du tout au même niveau qu'Albon, en vrai. Gasly chez Red Bull en 2019, c'était bien. Non, mais voilà, c'est pour ça que Gasly, en tant que numéro 1 d'une équipe du midfield, c'est excellent pour lui. C'est excellent pour lui, voilà, il peut être leader du projet. Jack Doohan, voilà, il a rarement eu des bons. Il a rarement eu des bons résultats en formule de promotion. Voilà, on va dire les termes. On va dire les termes. Il n'a pas une carrière très linéaire, très belle en formule de promotion, et c'est pas tant une histoire. C'est pas tant une histoire d'équipe à chaque fois. Il n'y a rien qui m'enthousiasme sur Douane. Mais il mérite sa chance, comme une dizaine ou une quinzaine de pilotes de F2 de ces dernières années. Voilà. Sargent viré, Ricardo a été blessé, Magnussen Reisman c'est des appendicites. T'as quand même une tourista pour Zou pour que Théo ait lui aussi sa chance. Pouf. Non, bah Théo n'a pas cette chance-là. Théo n'a pas cette chance-là. Et puis oui, on sait jamais, peut-être qu'ils appelleront un Schartmann ou un Giovinazzi, hein, pourquoi pas, je sais pas, c'est des fous, hein, on peut rien prévoir.
Gotifi, il a marqué bien plus de points que Sargent. Oui, oui. Après, c'était une course un peu particulière, je crois, de mémoire. Douane sera à l'arrivée et pas trop cher niveau casse, mais pas non plus excitant, on va dire. Ouais, mais c'est exactement. Mais en plus, c'est exactement ce qu'on s'est dit à Dijon. On a à peu près les mêmes avis sur les pilotes, du coup, c'est vraiment ça. Enfin, voilà, pour moi, ça sera pas enthousiasmant. Je le mets peut-être un peu au même niveau qu'un Guan Yu Zhou, mais peut-être un peu mieux. Enfin, en tout cas, c'est juste ça apporte de la fraîcheur, c'est sympa. Pour finir, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup des équipes de F1 actuelles sont en train de voir qu'on peut faire confiance à des jeunes. Les exemples de Berman l'ont montré, les exemples de Colapinto le montrent actuellement. Et du coup, il y a As qui se dit, bah c'est bon, il faut mettre Berman. Mercedes se dit, bah c'est bon, il faut mettre Antonelli. Red Bull, on va voir ce qu'ils disent. Mais l'air de rien, quand Lawson avait performé, bah ça avait, quand Lawson avait été titularisé, ça avait performé. Mercedes qui titularise Antonelli. Voilà, il n'y a que Sauber où ils se disent, ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas. Peut-être un petit Valtteri Bottas pour une 80e saison. Pourquoi pas? Alors que bah, Bottas n'a plus grand chose à offrir, il est un peu en fin de course, il n'y a plus vraiment de motivation. Alors certes, il écrase Guan Yu Zhou, mais je pense que Guan Yu Zhou, il doit bien savoir que je pense que c'est finito pour lui. Berman va finir la saison avec As, non, a priori Magnussen y revient, et Magnussen il va revenir pour ses 7 derniers Grands Prix en F1, il aura 0 points sur son permis. On va avoir du grand Magnussen, je pense. Bon, donc à voir, voilà, les nouvelles que j'ai eues autour du paquet Sauber sont pas franchement réjouissantes et montreraient un manque cruel d'ambition s'il titularise pas ou enfin, vous avez vu, j'essaye de m'ouvrir, j'essaye de sortir de mon prisme franco-français. Voilà, s'ils prennent pas pour cher, pas Bortoleto, voilà, cette équipe n'a aucun sens. Voilà. Évidemment, on doit un peu passer à l'autre baquet restant quelque part, puisqu'il y a deux baquets restants, enfin 3 baquets restants. Il y a celui de Audi dont on a, enfin de Sauber Audi dont on a parlé, et il y a évidemment ceux de Red Bull. Avec évidemment l'une des images du week-end, les deux Campos dans le mur en qualification coup sur coup. Évidemment, c'est vachement drôle, j'avoue. Un peu moins quand on sait que c'est Isaac Hadjar qui est dans les voitures, mais voilà, un souci de frein. Voilà, un peu le démon, hein, un peu le démon. Clairement, c'est le deuxième week-end consécutif sans points. Il peut pas y faire grand-chose. Il remonte un peu en course, mais pas assez. Et ouais, ça c'est pas goupillé dans le bon sens pour lui. Voilà, donc du coup il perd la tête du championnat. Bon, les limites de Campos pour jouer le titre commencent à se faire ressentir ou pas? Bah je sais pas. Je sais pas, puisque avant ça, Isaac il était dans le coup pour la pole, je pense. Après, c'était peut-être pas le week-end où la Campos était plus à l'aise. Et puis, on rappelle, il y a 4 points et demi de Bortoleto. Il reste 2 week-ends de course qui sont, on rappelle, dans 2 mois et demi. Hein, on aura une grande pause entre temps. Pour moi, c'est pas un problème de Campos. Là, en l'occurrence, évidemment, c'est un problème de Campos. Mais j'ai du mal à faire une grande conclusion en mode Campos finito, ils sont éclatés. Ils peuvent jamais jouer le titre et c'est de leur faute. Non. Enfin, là, je suis d'accord. Oui, alors, oui, je m'emballe un peu, c'est vrai. Isaac, il était plutôt aux alentours de la P9 au premier relais, après la première tentative, mais en soi, il était en tout cas dans la lutte pour les places de devant. Il n'était pas dans la lutte pour faire P15 et pour voir son tour retiré parce qu'il a causé le drapeau rouge. Bien évidemment, il a causé le drapeau rouge tout seul. Hein. Pepe Martin n'a rien eu alors que les 2 voitures ont causé le drapeau rouge. Et en plus, purée, c'est un souci mécanique. C'est un souci mécanique. Et alors évidemment, on m'a dit que dans le règlement, c'est les commissaires ont l'obligation d'annuler le meilleur temps d'un pilote qui a causé un drapeau rouge. Non, non, non. Il y avait, comment dire, dans le règlement, il y a écrit may be deleted. En mai, voilà, on laisse place à l'appréciation des commissaires. Là, les commissaires, ils ont vu, il y a un souci mécanique. Bon, on s'en fout, hein. On s'en fout. On fait, double peine. T'as pas le droit d'améliorer. Tous les autres pilotes peuvent améliorer puisque
tous les autres, enfin voilà, tous les autres pilotes ont pu améliorer, donc ça a rendu les choses encore pires pour Isaac. Et en plus, on lui enlève son meilleur temps de la première tentative, comme ça, t'es bien 20ème et ton week-end est terminé. Enfin bon, voilà, pour moi les commissaires ont fait du grand n'importe quoi. Voilà, du grand n'importe quoi pour les commissaires, et ça tombe encore sur Isaac Hadjar. Je vous avoue que déjà, ça m'a mis dans un mauvais mood pour la F2. Je me suis dit, bon, on va regarder que la Fréca, on va regarder que la F4, ça va être très bien. Voilà, après, je sais pas si vous avez vu le dernier article d'Auto Hebdo, pour Isaac, c'est pas fini pour la F1, et je pense, si on veut espérer, ouais, oui, non, j'ai entendu. Alors, attends, je finis mon truc. Selon Red Bull, selon Auto Hebdo, si Perez est viré en fin d'année, c'est Lawson qui prend sa place et Hadjar qui prend la place de Ricciardo. A priori, Ricciardo, ça paraît plus ou moins foutu. Ça paraît plus ou moins foutu pour lui, donc a priori il y aurait potentiellement une place pour Lawson, mais si Perez est viré, ça pourrait faire place pour Lawson et pour Hadjar. Et ils disent bien dans l'article d'Auto Hebdo, titre ou pas titre en F2, et que il n'y a pas d'obligation de titre, pour Isaac. Je pense que de toute façon, au vu de l'image générale qu'a laissé Isaac sur cette saison, d'ailleurs on le voit de plus en plus sur Twitter, voilà, c'est l'un des champions qui a eu l'un des potentiels champions qui a eu le plus de malchance. Ça ferait de la place à Perez chez Audi. Ouais, mais franchement, autant prendre Bottas. Puisque Hülkenberg Perez, c'est vraiment le line-up Force India des années 2015. C'est pas. C'est encore pire qu'un Hülkenberg Bottas. Et en plus, Perez sous l'exomile, en pleine dépression après avoir tout perdu, bon, ça serait compliqué, je pense, ça serait compliqué. Donc, bon, encore une fois, voilà, donc, je pense que Isaac, malgré ce week-end-là, il a encore ses chances en F1 2025. Auto Hebdo redonne un peu de l'espoir, que ça va dépendre un peu de la perte de Sergio Perez à Singapour. Puisque en attendant, certes, Sergio Perez a peut-être fait l'un de ses meilleurs Grands Prix depuis longtemps, mais à l'arrivée, il y a 0 points. Je pensais que Carlos Sainz était complètement fautif en revoyant les on-board. On peut dire que c'est 50-50. Bon, pour moi, c'est un petit peu plus Sainz, mais voilà. On peut dire que les deux pilotes ont eu leur part de responsabilité. Donc, au final, un truc qui va aussi contre Perez, qui manque l'occasion de marquer des gros points. Comment ça, le prochain round, c'est en décembre? Eh oui. Et oui. C'est le week-end du 30 novembre, 1er décembre. Ouais, c'est ça. Losail, 30 novembre, 1er décembre. Voilà, ça sera l'avant-dernière manche. Donc, voilà. Selon Antoine, Perez un peu plus fautif. Ah bah, purée, vous êtes rapide pour regarder ces vidéos. Bah, on voit pas de coup de volant. Alors moi, je vois je vois le Sainz qui fait un coup d'œil dans les rétros pour voir où est Perez, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de coup de volant. Bon, nouvelle preuve que ce championnat F2 est un cirque. Ouais, clairement. Du fait que le PDG d'Ex a déclaré aux médias néerlandais que Koenen était viré. Alors, j'ai pas vu, mais si t'as un lien, je suis preneur. Et sinon, en fait, ça paraît assez logique, puisque je pense qu'ils vont faire de la place pour un pilote de F3 qui est libre. Ça date de ce matin. Ah purée, j'ai pas vu, moi je t'ai fait. je pense que ça sera un pilote de F3, peut-être un Nikita Bedrin, peut-être un Brad Benavides, lol, puisque c'est des pilotes qui sont supposés courir pour X l'an prochain. Maintenant, ça peut être un autre pilote de F3, je sais pas, un Beganovic, un mec tout niche, pourquoi pas, je sais pas, pour se préparer à la saison de F2, Charlie Wurtz, ouais. Bon, écoutez, un peu de positif côté français, il y en a quand même eu un tout petit peu reçu en DM. Attends. Oh là là, j'ai tellement de notifs, c'est terrifiant. Vous envoyez une photo. Formula 2 Adventure for Slow Coolen is over. X already say goodbye. Aïe. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est très rigolo. Bon, écoutez, c'est finito pipo pour Coolen.
il manquera pas à grand monde. Déjà, on sait pas comment il a fini en laissant 7%, c'est déjà une sacrée performance. Voilà, un peu de positif quand même, Victor Martins, un peu de retour, enfin toujours, qui confirme son retour aux avant-postes. Nouveau podium et sans l'arrêt au stand un peu raté, il aurait décroché la victoire, hein, puisque avant l'arrêt au stand, il était devant Verschoor, devant Antonelli. Donc il ressort derrière les deux pilotes, il arrive à doubler Antonelli, vu que Antonelli est gêné par Zayn Maloney qui fait n'importe quoi avec ses pneus en sortant des stands. Donc oui, Victor il remonte bien au championnat, c'est chouette, il était, je sais pas, on vous rappelez l'époque où il était 15ème, etc. Là voilà, il est 8ème, le top 5 est tout à fait possible, au vu de sa dynamique, probable même si on rappelle que la dynamique, bah, il n'y en aura plus aucune, vu que la prochaine manche c'est dans 2 mois et demi. Une populaire opinion, Martin se fait une meilleure saison qu'Adjar. Waouh, j'en ai vu des avis, mais alors celui-là, non. non, pas du tout pour moi. Adjar, si t'enlèves, bon, ce week-end, enfin, le truc c'est qu'il y a toujours des circonstances atténuantes pour Isaac. En dehors de ça, la course sprint de Silverstone, tous les premiers meetings, c'est une masterclass à chaque course, presque, pour moi. Le pit stop n'est pas raté pour moi, c'est un mauvais timing avec les voitures dans la pit lane pour éviter un unsafe release. Bah, j'avoue que j'ai pas revu les images, mais quand j'ai vu en direct, moi aussi je pensais qu'au début c'était pour éviter un unsafe release, mais au bout d'un moment, il n'y avait plus personne qui arrivait et ils partaient pas. Pour moi, il n'y a pas que ça, mais je me trompe peut-être dessus. Je me trompe peut-être dessus, j'ai pas revu les images j'ai pas revu les images de l'arrêt au stand. Alors qu'on a Jérém qui arrive, ah bah oui, bon après les gens d'off-track peuvent pas être complètement objectifs sur Victor Martins, mais objectivement voilà, il est de retour. Il est de retour après son début de saison compliqué. Son début de saison compliqué, donc voilà, c'est un excellent pilote. Moi voilà, comme je l'ai dit en début de live, moi je persiste à croire que c'est le meilleur pilote de la grille actuellement. Peut-être qu'en potentiel, voilà, on peut mettre peut-être un Antonelli au-dessus, il n'y a pas de souci, ok. Mais actuellement, pour moi, c'est le meilleur pilote de la grille. Et voilà, ça remonte, c'est bien, c'est régulier, il n'y a pas d'erreur, voilà, c'est clinique. Je persiste et signe, exactement, exactement. Écoutez, parmi les tops, Richard Verschoor, encore exceptionnel, et qui décroche enfin une victoire et qui n'est pas disqualifié. Ça, franchement, il faut le souligner. Ce qui est très chouette aussi, c'est que cette victoire pour Trident, elle fait énormément de bien. Lors d'un jour assez noir, malheureusement pour l'équipe, vu que le président fondateur, le team principal de l'équipe, Maurizio Salvadori, a perdu son fils lors d'une course en moto. Donc ça met un peu de voilà, évidemment c'est que du sportif, donc évidemment c'est mettre un petit pansement sur une plaie ouverte béante. Voilà, c'est quand même un bel hommage, c'est quand même un beau cadeau. Oui, il est là quand il a répondu au tweet d'un fan de Martins qui disait que Verschoor était pas encore disqualifié. Oui, bah après je pense il a pas mal d'autodérision dessus, puisque je pense qu'il est aussi préparé mentalement à être disqualifié après une grosse perf, mais c'était assez drôle. Évidemment, dans les tops, on est obligé de mettre Joshua Dirksen. Encore un week-end excellent, moteur supersonique, très bien. Voilà, ça l'aide évidemment beaucoup, mais il n'y a pas que ça, on peut pas que tout mettre sur le moteur, même si pour Dirksen quand même, c'est quand même une bonne partie, enfin ça l'aide beaucoup je pense, mais voilà, ça reste un très bon week-end. Antonelli, pour moi je pense c'est l'un des pilotes qui a, enfin voilà, avec Verschoor, Antonelli, Martin, c'est vraiment des pilotes qui ont été super solides, pas d'erreur, irréprochables. Voilà, j'ai l'impression, bon, c'est logique, vous me direz, avec son baquet sécurisé en F1, mais j'ai l'impression qu'Antonelli, il est serein. Il fait ce qu'il a à faire, et pour moi, voilà, ça confirme toute la progression qu'on voit. Là, c'est pas que des coups d'éclat comme en début de saison, c'est vraiment, voilà, la progression est linéaire, et ça montre que c'est l'un des tout meilleurs pilotes de la grille, déjà, dès maintenant, à 18 ans.
Mansell, Browning et Mini, bah j'avoue que j'aurais dû les mettre dans les tops, mais je vous avoue que j'ai fait un peu le diapo à la va-vite pour une fois. Évidemment dans les tops, hein, voilà, les 3 marquent des points, pas forcément dans les meilleures équipes en plus, hein. Mansell chez Trident c'est pas forcément évident. Mini, évidemment il y a ce très beau podium en course sprint où il résiste jusqu'à la fin face à Victor Martins. Bon, la course principale aussi, il était bien parti pour marquer des points. Au final, bon, bah, ça finit dans le mur au virage 15, mais pour un premier week-end, il découvre la piste, etc. Alors certes, c'est peut-être pas d'un niveau d'Oliberman l'an passé, mais il arrive dans la F2, il arrive au pied levé, là, comme ça. C'est excellent, c'est excellent ce qu'il a fait Mini. Browning aussi, directement dans le top 10, directement assez proche de Victor Martins. Pas loin de gagner Mansell, ouais. Ouais, bah après, enfin, donc il partait en pôle en course sprint, mais après, voilà, je pense que la Trident, le fait que ça soit son premier week-end, ça a été assez compliqué de gérer les pneus, je pense. Il a quand même réussi à sauver des points, donc félicitations à eux trois. Il n'y a que Goethe qui semble avoir du mal dans les rookies récents. Ça alors Vous connaissez ma propagande anti-Goethe. Oui, mais Goethe, quand il est plus lent en GP3 que des rookies en F4, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Bon, bref, hein, voilà, pour moi, Goethe, malheureusement, je m'attendais un peu à ça. Assassinat de Auger sur Browning. Attendez. Ah, j'ai pas vu l'action. J'ai pas vu l'action. J'ai pas vu l'action. J'ai pas vu l'action. Les flops. Bon. Alors. Il y a eu des petits nouveaux éléments depuis que j'ai écrit ça. Kouchmaini est quand même en grande partie fautif. Beau fond plat, oui. Kouchmaini est quand même fautif sur le départ. Il y a une procédure de départ qu'il n'a pas respectée. Voilà, qui est appliquée par tous les pilotes. Et Kouchmaini, je sais qu'il en est à sa, je sais pas, deuxième saison, je crois, en F2. Je trouve ça très surprenant qu'il ne l'ait pas appliqué. Bref, Maini a fait une erreur. Et donc, il s'est fait percuter au départ, alors qu'en plus, il s'était bien qualifié, hein, il était sur la 3ème ligne, je pense. Il était sur la même ligne que Bortoleto, ça, voilà, il pouvait jouer des belles choses, hein, ce week-end. Et voilà, il y a ce calage. Il est percuté par Villa Gomez, puis Pepe Marti. Ça donne une image très spectaculaire et assez effrayante au départ. Ça cause le drapeau rouge, évidemment, ok, très bien. Mais il a ensuite été disqualifié. Ah, Goethe? Ah oui, Goethe, bien vu. Bon, ça a donné une image très spectaculaire, ok, très bien. Il a été disqualifié pour ne pas avoir respecté cette procédure de départ. Soit. Est-ce qu'il y avait besoin de le pénaliser pour la course d'après? Le gars, il a eu un énorme crash. Il prend pas le départ de la course. Il est disqualifié. Il est pénalisé. Enfin, je veux dire, c'est bon, vous voulez le mettre en prison pendant que vous y êtes ou ça se passe comment? Enfin, au-delà des procédures, ça pose la question de l'absence des anti-stalls sur la F2. Bah oui, bon, alors ça, on l'a pas trop vu d'ailleurs. Kouchmaini a été le seul pilote à caler, hein. On a déjà vu des choses plus comiques en F2 avec 3-4 pilotes qui calent en même temps, ce qui est aussi beaucoup plus dangereux évidemment. Mais je sais pas, on ajoute cette double, triple, quadruple peine. On ajoute Isaac Hadjar qui se fait aussi pénaliser parce qu'il a causé un drapeau rouge, du coup t'enlèves son meilleur temps alors que tous les autres pilotes ont pu améliorer après. Pour moi, je suis désolé, les commissaires, il y a un anti-stall. Ah bah alors s'il y a un anti-stall, il marche pas des masses, non? Comment ça se fait qu'il y ait autant de calage s'il y a un anti-stall? Je veux bien plus d'explications parce que évidemment je suis pas un spécialiste, hein, je suis pas un spécialiste donc je vais pas reprendre un ingénieur, mais il a pas l'air de marcher des masses quand même l'anti-stall. Donc pour moi voilà, enfin je comprends pas cet acharnement, et pour moi voilà ça a contribué à ce que je déteste ce week-end de F2. Vraiment, ça m'a saoulé. Ça m'a vraiment saoulé la F2 ce week-end. Et voilà, bon après on ajoute ça, les différences de performance entre les moteurs, on ajoute... Enfin voilà, tout le monde est au courant de ça, il y a les équipes de F1 qui le savent. Et voilà, on se retrouve avec le 6ème de F2 qui fait d'excellentes performances, le 14ème de F2 qui fait d'excellentes performances en F1.
Ah oui, puisque les classements de F2 n'ont plus vraiment beaucoup de sens. Donc voilà. Beaucoup de mal avec la F2, franchement, cette année c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Heureusement, on a une pause de 2 mois et demi, donc on va tous faire une grande coupure. Euh, la F2 l'an prochain sera meilleur que cette année avec tous les nouveaux touristes. Ah, ouais. La grille de F2 l'an prochain, ça me fait assez peur. Hein, pour ceux qui se rappellent, on avait essayé de prédire la grille de F2. C'était pas très enthousiasmant, mais bon, on verra ce que ça donne. On passe à la Freca avec un joli logo coupé. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. On passe à la Freca. Et là, il y a plus de choses. Après, pour le random qui se pose devant la F2 sans creuser, il voit du spectacle, 16 vainqueurs, il est content. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. La Freca, vive la France. Exactement. Exactement. Évidemment, on reste plus se concentrer sur le positif puisque c'est cool, c'est chouette. Alors, d'ailleurs, on dit là c'est une bonne catégorie, mais en vrai, il y a quand même aussi pas mal de critiques sur les moteurs. Là aussi, hein, c'est pas tout net. C'est pas un championnat idyllique non plus. D'ailleurs, aucun championnat n'est idyllique. Je quitte le live après le samedi. Alors malheureusement, si je me souviens bien de l'ordre du diapo, Vettel Spin, je pense que malheureusement, on va commencer avec le seul vainqueur français du week-end. Par contre, la Freca qui poste ses résultats officiels à 1h30 sur leur site toujours plus tard. Ouais, franchement, aussi l'un des soucis de la Freca, pour moi, c'est que c'est pas assez pro au niveau de la communication, et encore c'est mieux qu'à une certaine époque. Mais c'est trop lent, c'est trop... J'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte que ils sont le plus gros championnat. Ils sont le plus gros championnat en dessous des championnats F1, en dessous des championnats F2, F3. Enfin, je sais pas, il y a un statut à respecter quand la GB3 fait un très largement meilleur taf qu'eux. Sinon, je comprends pas pourquoi Mansell chez Trident alors qu'il y avait la ART de Zach. Et bien tout simplement parce que la ART de Zach, c'était un baquet payé en grande partie en tout cas par Williams, et que Williams, ils se sont dit, bon, on veut mettre notre haute pilote Williams, donc on met Luke Browning. Voilà, Mansell ne fait pas partie du giron Williams, donc voilà. Par contre, je pense que voilà, ça peut l'an prochain, peut-être que Mansell ira chez ART. Il est chez Trident surtout pour se préparer. On attend les résultats officiels pour post sur off-track, mais quand ça arrive aussi tard, ouais non, je sais, mais bah écoute, voilà, la GB3 c'est plus rapide. La F4 française, ça a été très long. On va y revenir. Il y a eu une belle polémique d'ailleurs sur l'une des courses en F4 France. En attendant, on reste sur la Freca évidemment. Raphaël Camara est toujours en tête du championnat devant Tuka Taponen. Raphaël Camara qui se rapproche du titre, tout simplement parce qu'il a gardé exactement le même nombre de points d'avance sur son plus proche poursuivant Taponen, car les deux n'ont marqué aucun point. C'est la première fois cette année que Camara ne marque pas de points sur une course. Et ne marque pas de points sur un week-end, et en plus Taponen ne marque pas de points sur le week-end. Donc ça a permis à plusieurs pilotes de revenir tout près de Tuka Taponen, notamment Brando Badoer, James Wharton et Alessandro Giusti. James Wharton qui monte, avec une nouvelle victoire. Il y a eu des nouveaux podiums pour Badoer et Alessandro Giusti. 6ème, Noah Stromsted, qui après sa première pole n'a pas pu concrétiser avec une première victoire, mais qui prend quand même un nouveau podium et la tête du classement rookie devant Evan Gilter, qui a enfin retrouvé le chemin du podium pour la première fois depuis Hockenheim, et il a fait beaucoup de bien ce podium. Sous la pluie, là encore, Evan Gilter qui a pu faire une superbe performance jusqu'au bout. On a ensuite Pedro Clerot, Ivan Dominguez, Enzo Dellini, un week-end malheureusement assez compliqué, assez malchanceux pour le pilote Red Bull. On a ensuite Zachary David, Théophile, Naël, la grosse remontée dans le classement pour le pilote stéphanois, le pilote de Saint-Éloque, qui a décroché son premier top 6, son premier top 5, son premier top 4, son premier podium, son premier top 2 et même sa première victoire lors de la même course. Théophile Naël qui a décroché sa première victoire après un samedi... voilà, dont on va un peu parler quand même, puisque tout le week-end de Théophile Naël n'était pas rose, mais il a appris sa leçon. On a ensuite Roman Bilinski, Ugo Chukwu, qui existe encore, Matteo De Palo, qui a signé son meilleur résultat en course avec une 4ème place, Michael Beloff, Enzo Peugeot, lui aussi meilleur résultat en course avec une 5ème place, Nikita Bedrin Kanatoli,
Valerio Rinicella qui a marqué ses premiers points avant de faire n'importe quoi le dimanche. Nicolas Lacorte, Rui Kiliu, Nikhil Bora, Giovanni Massio qui sont les 24 pilotes à avoir marqué des points. On a failli avoir la course 2 de Freka sous la neige. Ouais, non, franchement, déjà j'ai vu les conditions des qualifs 2 de Freka, je me suis dit comment il roule. Et heureusement, c'était un peu mieux la course, mais conditions climatiques assez compliquées hein, quand même au Red Bull Ring. Heureusement, voilà, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Byron Bagdi qui aurait pu faire 4ème en Q1 sans les track limits. Ouais, j'y ai cru, mais en tout cas, pas dégueu, pas dégueu ce qu'il fait quand même dans Dawood Byron Bagdi, je suis d'accord. Quelle masterclass de Camara ce week-end. Il n'y a rien à laisser, enfin tout à jeter pour le Brésilien. Franchement, il a réussi à s'immiscer dans le top 10 dans la course 2, mais voilà, pour avoir ruiné la course d'Enzo Dellini, il a été pénalisé, justement pénalisé, et donc ressorti du top 10, donc au final, voilà, 0 pointé pour Rafael Camara. Peugeot meilleur sous la pluie cette saison, et ne me parlez pas de Giusti. Non. C'était pas sur David. Ah non, j'ai bien le. Il y a quelqu'un qui a fait un screen sur Twitter. D'ailleurs, je n'avais pas compris pourquoi Enzo Dellini était rentré au stand. Mais il y a 2 Rainmaster, Giusti et Gilter. Pour moi, tu peux aussi rajouter Noah Stromstead. Ouais, Stromstead, c'est vraiment pas mal aussi quand même. Puisque Vettel Spin, Enzo Peugeot, il s'est quand même sorti sous la pluie en qualif dimanche. Donc j'ai du mal à le mettre aussi haut que Alessandro Giusti quand même. Même si c'était un bon week-end, il y a cette qualif 2 qui est dommage quoi. Ugo Chukwu doit pas être aidé par sa taille. Ah mais je savais qu'à un moment ça allait poser problème. Je ne savais pas quand, mais visiblement ça pose problème dès maintenant. Le premier qui oublie Stromstead, je le frappe. Ah d'accord, bah j'en ai parlé de Stromstead. Pour moi voilà, grosse perf. Il n'y a pas encore de première victoire. Et sort Dellini la semaine dernière. Ouais, non, oui, je suis d'accord. Et la pole à Spa avec une shitbox toute la saison. Shitbox toute la saison. En une course, Peugeot est passé de premier pilote Saint-Éloque à dernier au classement. Bah oui, et la course d'avant en plus. En fait, le vendredi, Enzo Peugeot était le 3ème des 3 pilotes Saint-Éloque. Après le samedi, il est repassé premier. Et après le dimanche, de nouveau 3ème. Donc les 3 Saint-Éloque étaient vraiment très en forme. Andriolo, incroyable POV, son accrochage avec Liu. Attends, c'est Andriolo qui a emmené, genre le dimanche, qui a fait un 360 à Rui Kiliu. J'avais pas vu que c'était causé par lui. Ce qui reflète pas vraiment la saison. Oui. Bah, je suis d'accord que Enzo Peugeot a été la meilleure Saint-Éloque sur les week-ends 2, 3, 4, 5, 6. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Mais malheureusement, Hockenheim, Imola et surtout le Red Bull Ring font... voilà. Mais je suis d'accord qu'Enzo Peugeot a été la meilleure Saint-Éloque sur la grande majorité des week-ends. Ça, il n'y a aucun souci. Oui, c'est Romain. Ah, mince. Ok. Clairot qui ruine la remontada d'Evan en course 2. Ouais. Rinicella, celle de Giusti. Évidemment, on a un nouveau vainqueur français en Freka. C'est la 4ème victoire française de la saison. Notre 3ème vainqueur français. On a eu, en Freka, on n'a pas eu beaucoup de vainqueurs français. On a eu Adrien David, on a eu Isaac Adjar, on a eu Alessandro Giusti, on a eu Evan Gilter, et on a donc désormais Théophile Naël. Voilà, salut les gars, bonne soirée, à plus. Allez. C'est vrai que là, bon, je pense qu'on parle des 2 pilotes détestés de Vettel Spin, donc compliqué. Evan Gilter et Théophile Naël qui sont les 2 nouveaux vainqueurs français de cette année. Depuis Imola pour Théophile, on sentait quand même une réelle progression en qualif et en course. On va pas refaire l'année. Honnêtement, je m'attendais à plus de la part de Théophile Naël. Son premier week-end à Hockenheim avait été excellent. Et puis ensuite, il y avait eu quand même voilà, des week-ends très anonymes englué totalement dans le peloton, on le voyait absolument plus. Et là, à Imola, il y a eu du mieux, on a vu des entrées dans les points, des top 10 en qualification, on voyait, il y avait des choses qui se mettaient en place. Et voilà, en qualification, là vraiment, ça a concrétisé, il partait 6ème, il partait 6ème lors de la première course et 3ème lors de la course 2. Et donc il y a cette course 1 où il fait un excellent départ. Naël, même palmarès que Cordil. Sauf que Naël, il a 17 ans et Cordil, il a, je sais pas,
6 ans, 7 ans de plus. Euh, voilà, il y a cette course 1 où Théophile fait un excellent départ. Encore une fois, voilà, Théophile, il est super bon, il est clinique, chirurgical sur les départs. D'ailleurs, dans mon générique sur Twitch, il y a l'un des départs de Théophile cet hiver en Formule régionale Moyen-Orient, sa victoire qu'il a à Abu Dhabi. Il l'a fait en grande partie grâce à un superbe départ. Donc, encore une fois, voilà, départ fantastique en course 1, il passe 3ème. Il passe 4ème puisque Bilinski arrive à le passer, ok, pas de souci, bon, ça va. Et malheureusement, il y a des défenses beaucoup trop agressives et pas franchement acceptables, on va pas se le cacher. Sur Evan Gilter notamment, malheureusement, le karma a vite rattrapé Théophile qui est parti dans les graviers un peu après. Bon, voilà, c'était une journée très paradoxale pour Théophile Naël. Heureusement, Théophile Naël est resté dans son week-end. Il s'est pas énervé et on sait que parfois il peut avoir tendance à surpiloter quand il a vraiment envie, il a vraiment besoin de résultats, comme il le faisait un peu en F4 Emirati, à cette époque-là où il faisait ses débuts en monoplace, etc., où il était très rugueux. Voilà. Là, honnêtement, c'était trop. C'était beaucoup trop, la course 1. Pas grave. Il est resté dans son week-end. Il s'est dit, je vais faire mieux la course d'après, je vais faire mieux au qualif d'après. Bingo, il fait mieux lors des qualifs. Il part 3ème. Son départ est génial. Il prend la tête et il ne lâche pas la tête. Alors, c'est vrai que, comme le dit Giggs, il y a un peu de chance puisque le dive de Stromstad est un peu raté dans le dernier tour. Donc, Stromstad part au large. Naël arrive à décroiser facilement. Mais donc oui, évidemment, Stromstad avait énormément de vitesse et mais voilà, au final, il n'y a eu que une seule vraie attaque de Stromstad et il l'a loupé. Une défense digne du prime de Deligny en F4 Espagne. Bah ouais, non franchement, enfin c'était à ce niveau-là. C'était à ce niveau-là, hein, je suis d'accord. Donc évidemment pour Théophile Naël, cette victoire elle arrive à un moment très important je pense dans sa carrière. Je vais pas dire que ça sauve sa saison. Voilà, il est actuellement 12ème. J'aimerais bien qu'il refasse des très belles perfs, peut-être, je sais pas, des top 5 et tout à Barcelone. S'il arrive vraiment à faire ça, pour moi, ça pourrait légitimer une montée en F3 dès l'an prochain. Voilà, je sais pas avec quelle équipe. A priori, on part pas sur Trident. Voilà, moi j'ai l'espoir qu'il aille chez Dams. Je sais pas à quel point ça peut être, c'est légitime ou pas. Mais voilà, Théophile, c'est un pilote, on rappelle, qui, en plus d'avoir du talent, est bien soutenu financièrement. Ce qui aide pas mal au moment de peut-être monter en Formule 3, il y a une nouvelle réglementation de voiture qui arrive, etc. Ça pourrait être quand même le bon moment. Ça pourrait être le bon moment pour lui. Bah, Lacorté, et en vrai, j'ai entendu des choses, peut-être que Lacorté irait pas chez Trident. Hein. Il irait en F3, mais peut-être pas chez Trident. Donc affaire à suivre. J'ai entendu pas mal de choses hein, récemment sur ce dernier week-end, sur la grille de F2, F3. Tsoloff, ça en est où chez Campos? Tsoloff, normalement, il est toujours favori. Hein. Tsoloff, il est toujours favori pour aller chez Campos. Pour moi, celui qui mérite la F3, c'est Wharton qui enchaîne les bons week-ends. Ouais, clairement. Très bonne surprise, très bonne régularité, chose qu'il n'avait pas en début de saison, mais maintenant il est régulier et c'est très performant. On peut pas juste dégager complètement la corde, bah. Il a beaucoup d'argent, donc tu peux pas t'en débarrasser aussi facilement. On a eu aussi le samedi, on a eu une masterclass des pilotes ART. Les deux pilotes, Alessandro Giusti et Evan Gilter, ont été absolument exceptionnels sous la pluie. Evan Gilter qui signe un nouveau podium, son 2e cette année. Après, en partant 12e, il a terminé 2e. C'était juste exceptionnel. Mais voilà, c'est en course, il est exceptionnel. Mais en qualification, tu sens qu'il y a des trucs à corriger, tu sens qu'il y a des choses à améliorer. Il est souvent, il part souvent vers ces positions-là, vers ces positions 12, 14, etc. Voilà, donc il arrive à remonter, ça c'est très bien. Et quand il y a de la pluie, il peut remonter encore plus loin comme il l'a fait. Et donc du coup, ça fait P2. C'est dommage parce qu'il avait le rythme pour aller chercher la victoire. Ouais, je pense qu'il... Ouais, peut-être qu'il partait peut-être d'un peu loin pour aller vraiment rattraper complètement Wharton, puisqu'au final il arrive à faire la jonction avec Wharton, mais
il peut pas vraiment le dépasser comme ça en faisant la jonction dans le dernier tour. Mais c'est vraiment pas passé loin. Et en tout cas, voilà, Evan Gilter qui, après quelques week-ends un peu plus discrets, montre quand même de quel bois il est taillé. Surtout belle revanche après Imola, après la casse mécanique qu'il avait eu alors qu'il roulait en quatrième position. C'est des très très gros points pour le championnat. C'est très bien. Voilà, ça fait vraiment plaisir. T'as des infos sur Morano F3? Non, sur Morano, j'en ai pas spécialement, j'avoue. Surtout que la Freca, c'est peut-être le pire championnat pour remonter en course. Ouais, mais vraiment sur les départs. Alors, pas, j'ai envie de dire pas tant sur les départs, mais sur les premiers tours. Evan Gilter est super opportuniste. Bon, malgré ça, voilà, il y a le dimanche qui est arrivé. Lui, il avait l'air parti pour faire une super remontée. Je crois qu'il était, enfin voilà, il était aux alentours 5e, 6e, en partant 14e. Et Pedro Clerot a décidé de mettre fin, de mettre fin à sa course. En le mettant dans les graviers. Bon, bah voilà. Hein. Pour Alessandro Giusti, un peu similaire. Encore une fois, sauf que lui, en qualification, ça répond toujours présent, c'est toujours dans le top 3 de son groupe minimum. C'est vraiment ultra solide et du coup, ça donne des courses un peu plus faciles à gérer pour lui. Il a moins besoin d'attaquer, de faire les dépassements, etc. Donc ça fait P3 le samedi et voilà, encore une fois, il aurait pu jouer voilà, le podium, le top 5, mais voilà, Valerio Rincella on a décidé autrement en le percutant au virage 3, enfin ouais, virage 2, mais je crois qu'officiellement maintenant c'est virage 3. Déjà on sait que Alessandro sera en F3, je vois pas dans quel moment il sera pas avec ART l'an prochain. Bah je vous avoue, ouais, on l'avait interviewé hein, il y a quelques semaines. Pour moi ça, voilà, enfin, ça avait l'air assez clair que Giusti allait monter en F3 chez ART. Hein. Rincella qui est également Byron McD. Ouais, Rincella il s'est dit j'ai marqué mes premiers points, voilà, je pète un câble. Evan, quelques doutes, mais j'aimerais. Ouais, bah moi aussi, hein, pour moi il mérite 100% Live 3, Evan, mais voilà, je pense que ça va être un peu bouché devant lui chez ART. On peut penser à bah voilà, Giusti, peut-être à un Taponen, à un gars comme Van Eupen ou je sais pas, ou un autre pilote déjà en F3 actuellement. Giusti, il est bien financièrement? Non. En fait, en grande partie, c'est Williams qui lui finance sa saison, mais sinon, Giusti n'a pas vraiment de soutien. Enfin, bon, il a certes eu un nouveau sponsor là en cours d'année, mais c'est un de ses tout premiers. Giusti, il est pas très aisé, hein, vraiment pas. Un peu comme Evan Gilter par exemple. Giusti qui nous faisait des émotes Fortnite après être sorti de la bagnole pour exprimer sa rage. C'est vrai qu'il était très expressif, Alessandro Giusti. À quand l'Académie Sauber? Mais vous êtes des fous, hein. Vous êtes des fous, Evan Gilter, il va jamais dans... Enfin, j'espère qu'il va jamais dans l'Académie Sauber, hein. Vettel Spin, t'es si aigri. Comment tu peux sortir des trucs pareils après la masterclass d'Evan le samedi, hein? C'est incroyable. Un pilote français bien financièrement, ça n'existe pas. Eh bah, il y a Sami Mektounif, il y a Théophile Naël. Bon alors, bon, je parlais de pilote avec un peu de talent, donc j'avoue que j'ai pas parlé voilà, de Luciano Morano. Mais non, Sami Mektounif et surtout Théophile Naël. Théophile Naël, c'est des pilotes qui se mettent bien. Hein. Et se mettent bien financièrement, on n'atteint pas les niveaux de Freddy Slater, d'Oli Berman ou de Ugo Gochukwu, hein, mais surtout pour des pilotes français, ils sont vachement pétés de thunes. Hein. Bon, on en a parlé rapidement, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit lors du classement, mais voilà, Camara, Taponen, 0 points sur les deux. Pilote avec du talent et Sami, bah Sami quand même 8ème de F3, 2 victoires en course principale. Tant que ça t'es au final, ouais, il se met bien. Hein. Il se met bien. Mais tant mieux, hein. Tant mieux, il faut des pilotes français qui se mettent bien pour monter plus facilement, c'est chouette. Camara sous la pluie, il tente d'ouvrir le débat. Ouais, il est pas à l'aise, tout simplement. Il fait beaucoup plus d'erreurs. Et franchement, je comprends pas trop le move qu'il a fait sur Enzo Dellini. Enfin, on dirait que c'est juste gratuit. Bon, il pète son aileron, il pète l'aileron avant d'Enzo, un peu gratuitement. Voilà, mais même en qualification en course, voilà, pour Camara, pour Taponen, ça a été très compliqué. En plus, ça vient de Sainté, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est chouette, et en plus avec une écurie stéphanoise en plus. D'ailleurs, il y aurait assez de thunes pour faire F3 fricage des bétons. Bah en vrai,
théoriquement, oui, il aurait peut-être assez de thunes pour ça. Après, je suis pas sûr de voir l'intérêt, mais bon. Bon, week-end à oublier pour Camara et Taponen, même si pour Camara, du coup, ça le rapproche un peu plus du titre, car voilà, il a toujours la même avance au championnat. Parmi les tops, évidemment, Saint-Éloque qui passe 5e au championnat et qui passe RPM et Trident d'un coup au classement. Ils décrochent leur première victoire. Ils avaient déjà eu un podium avec Esteban Masson. Non, alors j'ai pas parlé de karting, j'ai pas mis de diapo du karting, mais on en parlera un peu à l'oral sur la fin. J'ai pas parlé du karting, puisque bon, ça n'a pas forcément fini super bien pour nos Français. Et encore une fois, voilà, c'était très anglo-centré comme championnat. Voilà, Saint-Éloque, meilleur résultat pour les 3 pilotes, donc ça c'était vraiment très positif. Noah Stromsted, qui porte l'écurie RPM tout seul, à bout de bras, c'est excellent. Mentionné dans les tops, c'est pas pour rien que t'es le meilleur des Feeder Series. Bah non, mais enfin, voilà, c'est génial. Après voilà, RPM c'est pas forcément une mauvaise équipe, hein. Je vois beaucoup de fans danois qui sont là en mode il arrive, enfin vous voyez la pilule qu'il met à ses coéquipiers, il est trop fort, c'est génial et tout, machin. Ses coéquipiers c'est Giovanni Maschio et Edgar Pierre. Encore heureux que Stromsted les éclate. Maintenant, voilà, sa saison c'est du très haut niveau et ça va lui offrir un très beau baquet pour la Formule 3. James Wharton, bon, on en a un peu parlé un peu plus tôt, on avait rebondi sur un commentaire, mais voilà, ça devient du très sérieux, 4e au championnat, il n'y a plus d'erreurs comme il y en avait en début de saison. Wharton est le pilote qui inscrit... Zut, j'ai perdu le... Et le pilote qui inscrit le plus de points sur les 5 derniers week-ends cumulés, c'est ultra régulier. Hein. C'est ultra régulier, il y a des victoires, il y a des podiums. C'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Bon, attendez, je suis en train de galérer moi. Parmi les flops, bon, Harris, je pense que voilà, je vais pas tirer sur l'ambulance, mais là, Tuka Taponen a marqué 0 points, Enzo Deligny a marqué 0 points, Zachary David a marqué 2 points. Bon, voilà, c'était pas un week-end, enfin, c'était pas que de la faute, c'était pas spécialement de la faute de l'équipe, pas spécialement de la faute des pilotes. Voilà, il y a eu un enchaînement de circonstances négatives, et c'est un peu de la faute de tout le monde aussi, je pense, mais voilà, week-end très compliqué, et surtout pour Enzo Deligny, ça m'embête un peu, car je pense qu'il voilà, il a besoin de sortir des performances maintenant, surtout quand on voit que voilà, Red Bull, il recrute plein de pilotes. Voilà, ils ont recruté 6 jeunes pilotes au Red Bull Driver Search, dont des pilotes comme Jules Caranta, qui est aussi un 2008, qui est aussi français, etc. Voilà, ça m'embête un peu que Enzo Deligny ait pas pu marquer de points, alors que pourtant son week-end n'est pas si mauvais. Hein, il est en course pour faire des belles choses, mais voilà, ces 2 courses sont interrompues assez brièvement souvent. J'ai bien aimé que Bilinski, qui rate la moitié de la saison, passe devant le futur Lewis Hamilton, Hugo Choukou. Purée, ouais. ART n'a que 2 pilotes qui marquent des points, alors que les 3 premiers, ils sont 3. Si tu enlèves le moins bon des pilotes Prima, Van Amersfoort et RS, ART est second au classement. Mais en Freca, il n'y a que les 2 premiers qui marquent des points. À chaque fois. Il y a que... oui, c'est ça, il n'y a que les 2 premiers. S'il y a une équipe qui fait tripler, on compte que les points de la P1 et de la P2 pour le championnat équipe. C'est pas comme en F3. Bon voilà, évidemment parmi les flops, Rinicella, Clairot, Ugo Choukou, bon voilà, tout ce genre de pilotes. Bon, Rinicella il a marqué ses premiers points, donc c'est pas non plus un flop entier, mais bon, les pilotes qui ont été assez sales en piste. Je suis quasiment sûr de ce que je dis pour la Freca. Attends, je vais vérifier. Mais ouais c'est ça, c'est que les 2 meilleurs pilotes de chaque course qui marquent des points. Donc ouais, par exemple Van Amersfoort, voilà, ils font des courses, ils font 3e, 6e ou 2e, 3e, et l'autre pilote est 7e ou quelque chose comme ça. Mais le 3e pilote qui est 7e ne marque pas de points pour le championnat équipe. Voilà. Tu penses que Deligny pourrait refaire une saison en Freca sans support de Red Bull? Oui. Oui. Alors Deligny n'atteint pas des niveaux de budget comme Théophile Nael, mais Deligny est plutôt bien aussi. Donc si besoin, il pourrait refaire une saison de Freca sans trop de soucis, oui. Même si évidemment, bon, voilà, on espère surtout un week-end de Barcelone, puisque voilà, prochainement c'est à Barcelone. On espère que ça va
que ça va aller mieux, parce que là, il est temps de sortir des grosses perfs. On passe à la F4 française. Si besoin, il y a toujours la nationalité chinoise. Ouais, non, a priori, non. Non, a priori, non. La fédération chinoise, enfin, en tout cas, le gouvernement chinois ne soutient absolument vraiment pas le sport automobile, donc on ne se dirige pas sur ça pour Enzo Deni. La S4 française. J'étais dans le paddock de Dijon-Prenois. J'ai pu découvrir le circuit de Dijon-Prenois, circuit très old school, évidemment, circuit pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le circuit mythique, le lieu mythique de la bataille entre René Arnoux et Jacques Villeneuve en 1979. Ça a été évidemment le théâtre du très célèbre Grand Prix de Suisse qui avait lieu en France dans les années 80. J'ai dit Jacques, oh pardon, Gilles, oui, Gilles Villeneuve et René Arnoux évidemment. On va avoir un championnat de fous furieux. On a en tête du championnat Yannis Steven Haydens, 252 points, 4 victoires. On a ensuite Taito Kato, 246 points, 4 victoires. Et on a Jules Caranta, 3ème avec 235 points, avec 4 victoires. Ces trois pilotes-là, les trois, vraiment, ils sont tous les trois promis à un grand avenir. S'ils ont les opportunités, s'ils ont tout ça, etc. Pour moi, ces trois-là, ils ont vraiment quelque chose. Donc, je suis trop hype. Je suis vraiment trop hype sur la saison de F4 France. Voilà, ça fait trop plaisir. Bon, évidemment, il n'y a pas que eux. Mais ça va être un peu... Enfin, on a du mal à voir les pilotes qui sont derrière avoir de très grandes carrières. Mais voilà, Chester Kiefer est 4ème lors d'un week-end où il s'est fait un peu martyriser lors de la course 2 et aurait mérité bien plus. 5ème Ryan Caretti, on a ensuite Franck Porter-Ruiz qui continue sa remontée dans le classement. Augustin Bernier est 7ème devant Jules Roussel, Leonardo Menia, Montego Masson avec un double podium. Bah attendez, il n'est pas à jour le classement. Montego Masson, il est 8ème. Montego Masson est 8ème devant Roussel et Menia. Puis ensuite, on a Alex O'Grady, Dylan Estre lors d'une victoire très controversée, Enzo Caldaras, Jason Lung, Arthur Dorisson, Karel Schultz, Gabriel Doyle Parfait, Alessandro Munoz et Edouard Borgna. On souligne le premier top 10 de la féminine Mathilda Patz. Malheureusement, c'était lors de la course 2, donc pas de points, mais quand même. Et on a eu le deuxième week-end de Lisa Billard et le premier de Pablo Ricobono Bello. Malheureusement, ça a été un peu compliqué pour les deux. Ça a été un week-end assez chaotique. Ouais, j'ai pris des photos avec tout le monde. Ouais, j'ai pris des photos avec tout le monde. Taito Kato, le week-end référence. Sympa de t'avoir vu à Dijon. Ah bah ok, bah salut, salut à toi. Les trois premiers ont chacun 4 victoires, ouais. Porter-Ruiz vraiment solide à Dijon, ouais, bah solide depuis la... Enfin, de plus en plus solide au fil de la saison. C'est vraiment très solide ce qui fait le pilote andorran. Pour Taito Kato, c'est vraiment le week-end référence. Si on revoit un peu son championnat, on voyait qu'il faisait toujours partie des top pilotes. Mais il manquait d'un week-end où on s'est dit ok, c'est lui le patron de ce week-end sans souci. Il y avait les noms, ça avait été pas mal, mais pas entièrement non plus, parce que c'était Chester Kiefer qui avait fait la pole et c'était plutôt Kiefer qui était sorti vainqueur de ce week-end. Bon, il y a eu un triple podium à Spa, mais la victoire, au final, elle était lors de la course sprint. Nürburgring, ça a été un week-end assez compliqué, sans podium. Et là, bon bah, waouh, enfin juste waouh, double pole, victoire, meilleur tour, tous les tours menés lors des courses 1 et 3. Il est complètement revenu dans la course titre, il était 24 points derrière, il est maintenant à 6 petits points de Yannis Steven Haydens, il a été quasi irréprochable. Voilà, je pense que tu devrais être plus souvent dans le paddock de F4 France, ça a l'air de réussir à Kato. Je t'avoue que moi, enfin, j'adore les trois pilotes, mais je t'avoue que, évidemment, je préférerais que ça porte chance à Jules Caranta, mais en tout cas, voilà, pour Taito, voilà, c'est un pilote Honda, un pilote qui est très à l'aise en Europe, pas encore complètement à l'aise en anglais, hein. J'ai pu faire une micro-interview avec lui, on sent encore qu'il est pas encore complètement fluent en anglais, mais il y a clairement du mieux par rapport à ce que j'avais vu en mars lors des essais de pré-saison au Mans. En tout cas, voilà, c'est un pilote ultra souriant, très à l'aise dans son environnement et qui va performer en Europe. Et les Japonais qui performent en Europe dès leur première année comme ça, c'est pas si fréquent que ça.
En tout cas, voilà, a priori Taito Kato va rester en Europe. Contrairement à ce que j'avais pu entendre, visiblement Taito Kato ne devrait pas faire de la Formule 3, mais devrait plutôt passer d'abord par la FRECA. C'est peut-être pas plus mal, c'est peut-être pas plus mal, même si Ayumu Iwasa, on le rappelle, après son titre de F4 France, était passé directement en F3, et ça s'était plutôt bien passé. Donc voilà, Taito Kato devrait plutôt aller en Freca. Affaire à suivre. L'avance en course 3, c'était irrespectueux. Ouais, c'était... Ah, aussi, voilà, Taito Kato avait gardé ses pneus neufs et lui a réussi à très bien faire marcher ses pneus neufs. Quand Yannis Steven Edens, il était avec des pneus de Manicourt, donc plus compliqué. Quelle équipe tu penses? Je sais pas trop. Je me dis, est-ce que les liens avec la FFSA Academy peuvent le mettre chez ART ou je sais pas, chez Saint-Eloque, ou est-ce que je me gourre totalement et il va ailleurs chez Van Amersfoort, ou je sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas d'idée de l'équipe. Yanni Steven Edens, qui Honda peut aider. Ah bah, Honda va aider. C'est la pépite de Honda. La question c'est, est-ce que Taito Kato il va rejoindre peut-être une académie de F1 style Aston Martin, puisque les programmes junior Red Bull et Honda vont se séparer à la fin de l'année, comme l'a révélé motorsport.com, donc plutôt Aston Martin logiquement. J'ai essayé de creuser sur ça. Il parlait surtout de Honda, il m'a pas trop parlé de Aston Martin. Pour Yannis Steven Edens, voilà, pour moi c'est un week-end difficile, je pense, pour Yannis Steven Edens, mais dans un week-end difficile, il fait une double P2. Il s'en est très bien sorti en plus lors de la course 3 où il avait des pneus très usés, il avait les pneus de Manicourt. Voilà. Honnêtement, pour moi, c'est celui qui a le plus besoin du titre. Jules Caranta, il a signé chez Red Bull. Taito Kato, il est chez, il est chez Honda. Et Steven Edens, il a juste le soutien de la fédération belge. Il a juste le soutien du RACB. Et voilà, le RACB lui a dit, c'est le titre. Ou voilà, on verra ce que on verra. Mais donc voilà, il faut sécuriser le titre pour lui pour vraiment monter. Donc c'est vraiment lui qu'on a le plus besoin. Voilà, il est toujours en tête du championnat. Mais voilà, en fait, tous les pilotes, enfin les trois pilotes, Yanni, Taito et Jules, ils ont tous les trois leur avenir entre les mains au Castellet. Et c'est ça qui va rendre ce week-end si excitant. Ça va être très 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 intéressant. Après voilà, Yanni, il a l'expérience pour lui. Il a déjà roulé au Castellet. Il a déjà gagné au Castellet lors de la course 2 à grille inversée. Et voilà, il a énormément progressé depuis l'an dernier, donc très très hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'Aranta ou Kato, bah... Enfin voilà, moi j'adore les trois. Préférence, évidemment, pour un pilote français, je me dis, bah ouais, Jules, mais celui qu'on a vraiment besoin, c'est Yanni. Donc j'ai envie de dire plutôt Yanni. Mais bon, on verra, en tout cas les trois méritent le titre pour moi. Jules Caranta, ça a été un week-end un peu plus compliqué, je ne vais pas forcément porter chance. Voilà, ça a été son premier week-end depuis l'annonce qu'il rejoint le Red Bull Junior Team. Peut-être un peu moins à l'aise à Dijon-Prenois, et pourtant il avait une excellente gestion pneumatique sur tout le week-end, et il avait été l'un des rares pilotes à sauver des pneus neufs pour la course 3, donc on se disait que bah, ça allait faire une super course 3, que ça allait pouvoir remonter, mais... Bah, comme il me l'a dit après la course, il était plus rapide en pneus usés en course 2 que en pneus neufs en course 3. Donc, comprends pas trop ce qui s'est passé. Il limite quand même la casse, il reste à 17 points du leader. Donc voilà, il a son avenir il a son destin entre ses mains, il n'y a pas trop de soucis. Viviani, je suis belge, obligé de le soutenir. Bah évidemment, mais les Belges, allez-y, pour une fois que vous avez un pilote belge talentueux, mais allez-y. Franchement, franchement, faites-vous plaisir. Je préfère voir une explosion de supporters de Steven Edens. Yannis Steven Edens, il en a besoin. Il en a besoin. Il a besoin de voir des gens se mobiliser pour lui en Belgique pour l'aider à continuer son parcours. Donc force à vous. Pour Jules Caranta, voilà, donc il est à 17 points. Maintenant, quel avenir? Ça, c'est dans les mains de Red Bull. C'est dans les mains de Red Bull. 3 options. Je dis vraiment bien 3 options. J'ai pas réussi vraiment à savoir quelle était l'option la plus privilégiée actuellement. Mais il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre dans les options, mais c'est vraiment 3 options. La F3, directement. La Freca, ou je savais que les gens allaient réagir comme ça, et je réagis de la même façon. L'Eurocup 3,
en sachant que l'Eurocup 3 ce serait bien évidemment avec Campos, vu les liens avec Red Bull. On va voir ce que ça va donner. Ouais, je suis d'accord que l'Eurocup 3 serait voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà, autant passer directement en F3, je sais pas, enfin, je comprendrais pas trop. Pour moi, ce serait plus une année de perdu plus qu'autre chose. Ou bon, on verra, on verra. Ouais, F3, soyons fous, mais après, il y a le risque que ça explose et qu'il soit pas totalement prêt. Hein. Le step F4, F3, il y a peu de pilotes qui ont réussi à le faire. Hein. Il y a Pourcher, il y a Berman, il y a Lindblad. Et c'est tout, hein, à peu près. Hein. Donc, ça serait vraiment pas un step évident à faire. Mais voilà, il a été très impressionnant lors des tests du Red Bull Driver Search en juillet, où il a fait des temps très intéressants quand il a roulé sur des anciennes GP3. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le pari peut se tenter, on verra ce que ça donne. Voilà, l'Africa, est-ce que ce serait plutôt avec RS, plutôt avec Hard Grand Prix? L'Eurocup 3, bon, s'il y a de l'Eurocup 3, ce serait avec Campos quoi qu'il arrive. Voilà, la F3, j'imagine plutôt Campos du coup. Voilà, écoutez, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, voilà, Jules Caranta, il va monter de catégorie, ça c'est sûr. Maintenant, c'est où ça? Évidemment, donc voilà, pour parler un peu plus de mon expérience personnelle, c'était juste un week-end génial à Dijon. Enfin, franchement, en F4 on sent qu'il y a vraiment une belle excitation autour du championnat, ouais, autour du championnat avec les 3 meilleurs pilotes en 17 points. J'ai très hâte de voir. Normalement, je serai sur place au Castellet aussi. Les 3 pilotes sont ultra appréciables, c'est génial. Ils sont super humains, super sympas, super ouverts. Donc, enfin, ils ont tous des histoires différentes, ils ont tous des contextes, des backgrounds différents avant d'arriver là où ils sont aujourd'hui. C'est très cool. Le souci, voilà, c'est que comme partout dans chaque championnat, il y a des histoires un peu moins cool. Et par ça, je veux parler de la course 2. La course 2 où la victoire est revenue à Dylan Estre. S'il y en a dans le chat qui ont suivi la course 2 et qui ont vu la manœuvre de Dylan Estre pour sortir Chester Kiefer, bon, voilà, ça a été extrêmement surprenant de voir Dylan Estre garder sa victoire, mais visiblement, voilà, c'est plus facile de, de garder sa victoire quand on s'appelle Estre, visiblement, car honnêtement, ça n'a aucun sens. J'ai vu des caméras embarquées, ça n'a aucun sens de ne pas l'avoir pénalisé, et pourtant, vraiment, on a attendu très longtemps, on a attendu 4 heures pour avoir une décision de commissaire, pour avoir le vrai podium final, mais en sortant de la course, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une pénalité, et que donc Montego Mason gagne sa première victoire, et que donc d'ailleurs Jules Caranta passe deuxième et gagne 2 points supplémentaires. Cela dit, on verra si ça a une importance quelconque dans la bataille au titre, mais évidemment dans le clan de Chester Kiefer, ça a été très mal digéré comme histoire. Voilà. Bon, on va dire que ça prépare un peu tous ces pilotes-là à comment ça se passe dans les championnats au-dessus. Hein. Il y a toujours un peu des petits conflits d'intérêts, des petites histoires comme ça, mais franchement, c'est pas beau. C'est pas beau, surtout que Chester Kiefer, bah voilà, il a quand même besoin de cette 4e place. Il faisait quand même un bon week-end. Bon, je pense pas que ça a payé les commissaires. Hein. Je pense non, pour moi, ça a pas payé les commissaires. Pour moi, c'est juste une histoire de bah on est potes, voilà, hein, on se connaît et machin. Hein. Pour moi, c'est plus ça. Pour moi, il n'y a pas d'histoire de payer. Et puis d'ailleurs, quand Vettelspin parle de payer les commissaires, etc., c'est souvent payer des commissaires pour qu'il y ait des enquêtes ou pour faire appel ou pour faire des choses comme ça. Oula, pourquoi je... Attendez, vous me recevez encore? Oui? Non, c'est bon, ok. Je pensais que j'avais perdu Twitch. Donc voilà, il n'y a pas de choses particulières. Pas de scandale, c'est juste des pilotes qui font appel. Il n'y a pas de payer les commissaires, mais c'est vrai que par exemple, faire appel d'une décision, c'est payant. On peut penser ce qu'on veut de ça. Je suis d'accord que c'est pas très juste, pas très fair, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà, force à Chester Kiefer, et bah voilà, on n'espère plus voir ce genre de choses, même si évidemment on pouvait s'y attendre un petit peu. On va passer très rapidement, parce que malheureusement j'ai pas vraiment vu ces courses-là.
En F4 espagnol, Quinoa Lazari est toujours en tête du championnat, même si c'est Juan Cota qui a sorti un week-end complètement dingue avec sa triple victoire. J'avoue que j'ai pas tout compris. C'est un bon pilote, certes. 700 € pour être précis pour porter réclamation. Intéressant. Ok. Intéressant. Masterclass de Cota Sweet. Ben, je l'avais pas vu venir. Hein. Je sais que c'est un bon pilote, mais souvent il est limité par sa DriveX en F4 espagnol. J'ai pas d'explication, mais voilà, juste fantastique. À voir s'il pourra confirmer ça sur les week-ends à venir, parce que là ça vient un peu de nulle part. En attendant, quand même, Quinoa Lazari qui perd du terrain au championnat, les rookies derrière lui reviennent, hein, Kolnagi, Maciej Gladish notamment. Voilà, on a toujours les deux premiers du volant Richard Mille en tête. Kolnagi, il a l'air pas mal, ouais, je le connaissais pas trop, hein, pour être honnête, hein, juste, voilà, vainqueur du dernier volant Richard Mille. On rappelle le volant Richard Mille qui, on espère, sera français cette année, hein, vu que 3 des 6 finalistes sont français, dont Louis Iglesias, dont Andy Consani et Andrea Dupé. Une transition toute trouvée pour parler rapidement du karting. Karting qui s'est passé en Angleterre sur le PFI, sur le PF International Circuit. Et malheureusement, comme on l'attendait, bah bon, il y a de la pluie, mais ça c'est logique en Angleterre. Mais comme on l'attendait, bah c'est les Anglais qui ont tout dominé, puisque bah ils connaissent la piste et pas les pilotes européens, pas les pilotes venant du continent. Donc voilà, je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim. Donc évidemment, donc voilà, on a la victoire de Ethan Jeff Hall, jeune pilote. Non, j'ai pas vu non, j'ai pas vu le dernier tour. J'avoue que j'ai pas vu le dernier tour. J'ai juste vu les résultats. Et j'avais vu certaines des manches qualificatives au début, mais samedi dimanche, j'ai pas eu le temps. Mais voilà, Ethan Jeff Hall, c'est un pilote qui a déjà eu sa chance, enfin, qui a eu sa chance en monoplace cette année avec Feed Racing, et bah, ça s'était pas bien passé. Enfin, il a été éliminé dès les quarts de finale, ça a été assez décevant, donc beaucoup de mal à me hyper pour le champion du monde, même si c'est toujours mieux que d'avoir Joe Turney qui a déjà 34 ans et déjà un pied dans la tombe. Bon, voilà, Joe Turney qui finit encore deuxième. Jimmy Elias, exactement, P4, meilleur français et meilleur non-britannique. Donc, il a été très solide vraiment tout le week-end. Jeff Hall, il perd bien en Ginetta. Ouais, non, mais je sais, Jeff Hall, c'est un pilote qui a aussi été champion du monde en Rotax. Donc, c'est très bien, mais voilà, chez Feed Racing, il est un peu passé à côté. Bon, à voir. Il n'a pas vraiment non plus impressionné, puisque parfois il y a des pilotes qui sont éliminés en quart de finale, demi-finale, mais qui ont impressionné et qui n'ont juste pas pu mettre tous les éléments bout à bout. Ethan Jeff Hall, voilà, de ce que j'ai entendu, ça n'a pas forcément impressionné en monoplace. Jimmy Elias, donc très très belle performance de sa part. Andy Consani aussi, ça partait extrêmement bien, ça a mal fini, mais ça partait extrêmement bien. Et de ce que j'ai entendu, voilà, en monoplace, Andy Consani, c'est très intéressant. On verra ce que ça donne au volant Richard Mille. Puisque voilà, c'est ça qui sera vraiment le verdict pour sa carrière, où il sera notamment opposé à Louis Iglesias qui n'a pas participé au championnat du monde, pour justement se concentrer sur sa préparation au volant Richard Mille. Louis Iglesias aurait pu être l'un des gros outsiders, hein, au championnat du monde, mais il a préféré se focus sur le Richard Mille. On verra comment ça se passe pour lui. Attendez, vous me donnez trop envie de revoir le karting, de voir ce qui s'est passé en karting, puisque là ça avait l'air d'être la folie. Mais écoutez, je regarderai ça. Et on va un peu se reposer cette semaine, car il n'y a pas grand chose. Attendez, vous voulez qu'on... Attends, en soi... Attends. Oh, ça va être galère. Attends. Si j'essaye... Oh non, ça va être trop galère. Non, ça va être trop galère. Bon, je vais regarder les derniers tours. J'ai vu que c'était sous une pluie torrentielle. En plus, Okagi, j'ai vraiment pas regardé, vu que nos Français, je crois qu'il n'y en a aucun Français en finale. Du coup, j'étais un peu dégoûté. J'ai vraiment pas regardé du tout. Alors qu'en Oka et en OKN, j'ai un peu suivi. Mais et voilà, assez compliqué pour nos Français ensemble. Mais belle perf de Jimmy Elias, Andy Consani et Hugo Hérouin, autre finaliste de Field Racing. Sinon, voilà.
Pour ce week-end, on va se calmer. Il n'y aura pas de F2, pas de Freka, pas de F4 France. Il y aura juste de la F1 Academy. La F1 Academy qui va arriver dans les rues de Singapour pour la première fois dans l'histoire du championnat. Les W Series étaient déjà allés à Singapour. Ça avait été d'ailleurs même la dernière course de l'histoire du championnat. Écoutez, on verra ce que ça donne pour Dorian Pain, Lola Lovinfos et les autres pilotes. Moi, j'ai surtout très hâte de voir ce que ça va donner pour Ella Lloyd, qui est la pilote wildcard, la pilote invitée qui est actuellement dans le top 10 en F4 britannique sur sa saison de rookie. C'est très très intéressant ce qu'a fait la pilote galloise, donc ça va être l'une des pilotes que je vais surveiller de très près. Surtout quand on voit la performance que Nina Gadman, qui n'a pas marqué beaucoup de points en F4 britannique, a fait quand elle est arrivée à Zandvoort. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner pour Ella Lloyd. Il y aura aussi de la F4 britannique justement à côté, l'avant-dernier week-end avec un Deegan Fairclough qui devrait être titré ce week-end-là. Mais voilà, ça va être un week-end assez calme. Moi, ça va me permettre de prendre un peu de pause, de faire un peu une petite pause. Je ne sais pas s'il y aura d'autres lives pendant la semaine, puisque là, j'en ai pas de prévu et je vous avoue que je cours partout. Je cours vraiment partout en ce moment. Évidemment, le mariage se rapproche. Pour ceux qui ne savent pas, je ne serai pas, par exemple, à Barcelone pour l'Africa, où on ne fera pas de live sur le week-end de Barcelone de l'Africa pour mon mariage. Donc voilà, ça va être 2 semaines bien chargées. Voilà, on fera un live la semaine prochaine, je pense, pour faire une petite preview de l'Africa, etc. Refaire un point, peut-être que parler de la finale de Field Racing qui sera cette semaine-là aussi, ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, ça va être des semaines très chargées. Il va y avoir des articles qui vont sortir, des articles sur la F4 France, des articles sur la finale de Feed Racing, sur notamment Elio Saint-Paul, l'association Jules Bianchi, etc. Il va y avoir des choses très intéressantes qui vont sortir. Il faut juste que je trouve le temps d'écrire tout ça. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta. N'hésitez pas à consulter régulièrement feederseries.net. On fait du sacré bon taf. La rediffusion de ce live arrivera dans la soirée sur la chaîne YouTube Percy VOD. Il y aura aussi un TikTok qui arrivera sur Jules Caranta très vite. Et donc voilà, le nouveau pilote Red Bull Junior, pour ceux qui auraient au cas où loupé l'info. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Moi, je vais regarder ce qui s'est passé en karting, du coup. Encore félicitations à notre champion de France, Colin Borro, toujours présent dans le chat. Merci beaucoup à tous. Voilà, comme d'hab, je galère toujours pour les outros. Bonne soirée à tous, à très bientôt. Et salut, bye bye.